comme on l'a dit, en fait, c'est un sujet qu'on a choisi, un sujet social, qui ne laisse personne indifférent. Okay? Surtout nous les jeunes. Parce qu'un jour ou l'autre, soit on est appelé à vivre avec l'âme sœur, soit on l'est déjà. Mais quel que soit le cas, quelle que soit la situation de chacun ici, je pense que ce débat, quelqu'un va tirer quelque chose dedans. Parce que chacun va donner son point de vue sur comment est-ce que, je donne le thème du sujet, les relations de couple entre les hommes et les femmes. Donc, comment est-ce que la vie de couple, comment est-ce qu'on l'aperçoit au Togo. Donc c'est juste ça. Et j'aimerais qu'on commence par la présentation de nos invités. D'accord. On va commencer dans ce sens-là. Bonsoir à tous. Je m'appelle Joseph. Je suis étudiant diplômé de licence en sciences économiques. Donc je suis simplement invité comme vous tous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Joseph. Je suis étudiant diplômé. En licence économique. Donc je suis invité par Yao. Bonsoir, moi c'est Jake, vous m'appelez Jake, je suis étudiant diplômé de licence en comptabilité et contrôle et audit, qui a été invité par Garo. Tout comme vous tous. Merci. Bonsoir, moi c'est André, je suis étudiant en deuxième année d'économie ici à l'Université de Lyon. Bonsoir, moi c'est M. Grandiose, je suis auditeur de formation. Bonsoir. Moi c'est Odé, je suis étudiante en première année de physique. Bonsoir, moi c'est Israël, je suis étudiant en troisième année de comptabilité contrôle. Bonsoir, moi c'est Janette, étudiante en troisième année de comptabilité contrôle à l'Université de Lyon. Merci. Bonsoir à tous. Moi c'est Edith. Je suis étudiante en comptabilité contrôle de deuxième année. Je suis invitée par Israël. Bonsoir. Moi c'est Silver, je suis étudiant en deuxième année de mathématiques. Je suis invité par Mariam. Merci. Bonsoir, je réponds en mathématiques. Je suis étudiante en première année. Je suis invitée par Mariam. Ok, je vous remercie pour la présentation. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par ce qu'on appelle les questions de fond. C'est la question principale. Et une fois que la question sera posée, on va demander à chacun de pouvoir donner son point de vue. D'accord. Alors la première question, comment pensez-vous que devraient commencer les relations de couple entre un homme et une femme? C'est-à-dire que juste avant qu'ils vivent en couple, avant et après la vie de couple, comment est-ce que ça devrait commencer d'après vous? Comment est-ce que ça, on voit que ça commence chez nous aussi? D'accord? Donc, vous dites juste ce que vous voyez chaque jour qui se passe. D'accord? C'est juste ça. Donc, on va commencer par Joseph. Ok, bonsoir. La question de vie de couple, c'est une question, on va dire, un peu tabou au Togo. Mais aujourd'hui, de nos jours, on voit les jeunes de plus en plus qui s'intéressent à la question, parce que c'est aussi quelque chose qui définit leur avenir, ou bien constitue une part importante de leur avenir. Et donc, à ma connaissance, la vie de couple au Togo, ça a une grande diversité. Si on prend en compte l'âge, si on prend en compte les ethnies, les différentes origines. Et donc, pour la plupart des jeunes aujourd'hui,
la vie de couple, telle que moi je fais mes observations, ça commence avec tout d'abord un consentement mutuel avec les deux partenaires et qui, au fil du temps, arrive à se consolider par un mariage. On va dire que bon, l'étape de départ, c'est d'abord le consentement mutuel et ensuite cela arrive au mariage. Bon, c'est ça la définition de la durée de vie de la vie de couple, selon moi. Ok. Donc, on va donner la parole à Jake. Bonsoir. Selon moi, mon point de vue concernant la vie de couple, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, ça commence par un consentement mutuel, mais c'est pas forcément que ça débouche sur un mariage ou ce soit, puisque déjà vous sortez ensemble et vous avez des relations intimes et voilà, arrivé un moment, l'un d'entre les deux partenaires décident de vivre avec l'autre et ils décident ensemble de vivre sans pouvoir penser au mariage. Et c'est le cas souvent, c'est ce que moi je remarque là-dessus. Donc je crois que c'est comme ça que ça commence. Merci. Ok, merci beaucoup Michel. On va donner la parole à André. Ok. Sur ce sujet, bien sûr, le thème là, moi je pense, mais ce que je remarque souvent, c'est que les relations, la plupart des couples sont des amis au début, ils sont des amis, et puis certains des collègues de boulot qui se ressentent quelque chose entre eux bien. Et ou bien disons, je vais te parler, le mâle déclare ça, ou bien le garçon déclare son amour à la fille, et ça finit des fois par un mariage. Parce que le frère vient de dire que ce n'est pas forcément lui, ce qui est d'une part vrai, c'est d'une part vrai. Pas forcément par un mariage, mais ça va quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup André. On va passer la parole à Dandos. Je vous remercie. C'est une bonne initiative que vous avez prise. Bon, par rapport à moi, avant d'entamer le sujet de mariage, je dirais qu'une relation, selon moi, a deux critères. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse d'aujourd'hui se lance dans des relations qui ne prennent pas au sérieux. Et après, ils finissent par se confronter à des conséquences qui les obligent maintenant à se marier. Au début, pourquoi je dis que c'est un jeu? Au début, ils pensent que bon, les autres le font, moi si je peux le faire, j'ai la capacité de le faire. Donc, je me lance directement. J'ai vu une petite fille qui passe, une jeune dame qui passe, et sa silhouette, tout ça là, bon, ça m'attire déjà. Je vais prouver à mes collègues, mon entourage, que non, que j'ai l'art de draguer. Je me lance directement et je fais l'effort d'aborder la fleur qui passe. Bon, j'utilise toutes mes idéologies possibles pour atteindre mon objectif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On retrouve que après avoir eu ce qu'il voulait, avant d'aborder la fille, ça finit par des disputes, le rejet complètement de la fille, ainsi de suite. Bon. Et il peut y avoir des distorsions, des différends entre eux, ce qui les amène à des discussions. Maintenant, l'autre côté,
il y a des relations qui sont sérieuses. Voilà, là-bas, je dirais que la personne, avant de s'engager, prend conscience de ce qu'il veut. D'abord, c'est un désir qu'il vient. Il ne se lève pas comme ça pour aller. C'est quelque chose qui est calculé, paramétré. Donc, il se dit, ah, maintenant, je suis bien physiquement, spirituellement, moralement. Il me faut un conjoint ou une conjointe pour pouvoir lancer ma vie. Parce que d'abord, mon objectif, c'est de pouvoir avoir une femme et de construire ma famille propre à moi. Donc là, maintenant, la personne suit des procédures légales. Ce qui nous amène à aller voir la fille, après acceptation, aller voir les parents de la fille. Ce qui nous conduit, si je suis religieux, je m'en vais faire acte auprès de mes supérieurs hiérarchiques avant d'aboutir à quoi? Au mariage. Ce qui nous unit devant les hommes et devant Dieu. Mais bon, du coup, sur d'autres cieux, bon, c'est juste aller voir les parents, ça s'arrête là. Je vous remercie, je reviendrai pour la prochaine fois. Merci si on me donne la parole. Alors, on va passer la parole à Odette. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans le thème, il y a deux mots qui me sont vraiment essentiels. Il y a le mot couple et le mot relation. Quand on dit couple, deux personnes sont en couple, c'est deux personnes qui se décident à vivre ensemble. Deux personnes qui veulent être ensemble, faire une marche ensemble. Deux personnes qui veulent s'associer, deux personnes qui ont une vision commune peut-être et qui veulent, eux deux, pour pouvoir accomplir leur projet, si je peux le dire ainsi. Et dans une relation, on entend quoi par relation? On peut qualifier de relation de personnes qui sont unies par les liens sacrés du mariage, comme le dit-on souvent, ou par des relations sexuelles, tout simplement. Alors, à la question, comment devrais-je commencer une relation? Dans le thème, ils ont bien précisé au Togo. Donc, nous devons tenir compte du milieu dans lequel nous vivons. Parce que si nous voyons un peu en Occident, ce n'est pas vraiment la même chose qu'ici. Alors, je dirais que pour commencer une relation dans notre pays ici, il faudrait vraiment que les deux personnes soient d'accord que je veux être en couple avec celui-ci ou celle-ci. D'abord, il faut cela. Il faut de l'amour, je pense que c'est ça, il faut de l'amour parce que s'il n'y a pas l'amour qui dit ces deux personnes, bon, il faudrait mieux vivre avec ses parents. Donc, il doit y avoir l'acceptation de vivre vous deux ensemble, l'amour. Et moi, je pense que comme le sujet nous donne un cadre bien précis, et comme les frères ont eu à le dire, nous devons tenir compte de nos valeurs culturelles, de nos mœurs, de nos parents et tout. Parce que nous allons constater qu'en Afrique surtout, la question du mariage ou la question de vivre ensemble importe beaucoup, ou bien tient vraiment à cœur à nos parents, à nos aînés, à nos titulaires, à des personnes qui nous encadrent. Du coup, il y a cette question qui revient. Les parents doivent être vraiment d'accord de la personne que tu choisis. L'ethnie intervient, la classe sociale parfois. Beaucoup de paramètres rentrent en jeu pour que deux personnes puissent s'unir. Je dirais que au Togo, pour qu'une relation puisse bien commencer, il faudrait que ces deux personnes soient d'abord en accord, que leurs parents soient en accord et que leur entourage aussi le permet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Israël. Ok, je vous remercie. Tout d'abord, je trouve le thème pertinent parce que les affaires de couple et de relations, des fois, les gens confondent ça. Bon, pour débuter une relation, déjà ça se fait naturellement. Ça doit se faire naturellement. Maintenant, aujourd'hui, on constate que des jeunes se permettent de faire de n'importe quoi. Tu vois une jolie fille et puis tu veux te la taper parce que
C'est ça quoi, c'est ça l'amour, donc en fait on dirait. Du coup, ça ne devait pas se passer comme ça. Maintenant, si on veut parler de couple, ça doit se faire naturellement. Parce que déjà, pour former un couple, il faut d'abord le consentement des deux parties. Et là, si il y a le consentement, ça fait que le couple reste uni jusqu'à ce qu'on dit, bon, après le mariage, c'est la mort qui nous sépare. Ce qui amène même, on voit le côté des musulmans, il y a certains parents qui donnent leur fille à certains hommes. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Même sur certaines choses, les parents se disent non, ben, si je donne mon enfant à ce garçon, bien, je me laisse aller n'importe où. Est-ce que celui-ci ou bien celle-ci pourrait être heureuse jusqu'à la fin de sa vie? Parce que déjà, c'est à ça que ça consiste, le fait d'être en couple. Si vous êtes décidé d'être en couple, c'est de vivre une belle vie ensemble et réaliser des projets. Du coup, pour commencer ou bien pour qu'une relation débute, déjà il faut le consentement des deux parties et ça doit se faire naturellement aussi. Okay, merci beaucoup Israël. On va passer la parole à Mme Jeannette. Merci. Bonsoir. Bon, selon moi, la relation bon, on peut dire au commencement des relations, le garçon, souvent c'est les garçons qui déclarent leurs sentiments aux filles, peut voir la fille et être attiré par sa forme, sa beauté, sa façon d'être. Mais quand le gars est attiré par ces choses, il faudrait qu'il ait la permission de la fille. Bon, tu demandes à la fille si elle veut réellement avoir quelque chose avec toi et si elle accepte. Là, vous pouvez commencer votre relation et vous faire mieux votre connaissance pour pouvoir vivre la vie de couple. Mais la vie de couple aussi, il faudrait que, quand vous, il faut, je sais pas comment dire, il faudrait que, au moment où vous vous connaissez très bien, et la présentation des familles, toi, la fille, tu dois présenter le garçon à ta famille pour dire que c'est celui-ci. Mais selon les coutumes d'avant, quand tu vas comme ça, on va te demander est-ce que réellement le gars là, il a ceci, il a comme ça pour la fille. Souvent le problème se pose aux côtés des filles, mais pour les garçons, ça dépend des ethnies. C'est la maman qui dit je ne veux pas la fille de cette ethnie ou comment. Mais pour pouvoir arriver à la fin de votre parcours, il faudrait que vous deux vous entendez et que les familles aussi soient d'accord sur votre relation. Et si les familles sont d'accord, tout peut arriver à tout moment. Tu peux aller demander la main de la fille chez sa famille et après penser au mariage. Si tu n'as pas les moyens, c'est pas forcément fini par faire le mariage religieux ou bien à la mairie pour dire que vous êtes réellement peut-être. Mais bon, il faudra à la base, surtout au Togo ici, un cas la jeune fille ou bien c'est devenu quelque chose de jeu ou bien de, je peux dire comme ça, de bonbons où tout le monde veut goûter, dire que je suis en couple avec celui-ci sans savoir les conséquences qui vont venir de cette relation. Mais pour terminer, je peux dire que bon, merci. Ok, merci beaucoup Jeannette. On va passer la parole à Edith. Bonsoir. Souvent, on me dit, déjà à 18 ans, il faut avoir une petite amie ou bien une petite amie. Jusqu'à 25 ans, si possible, tu peux te marier, fille comme garçon. Mais avoir des relations avec un garçon ou une fille, comment pouvoir avoir cette relation-là? C'est-à-dire, tu peux être ami, quelqu'un l'avait déjà dit, vous pouvez être ami de classe ou dans un service. Ça peut être qu'un jour, tu vois que ton ami là, le côté garçon ou fille, tu vois que le comportement de l'autre est bon, ça te va. Et tu cherches à faire la cour à la fille. Maintenant, si la fille t'accepte,
il faut forcément chercher en même temps, si même la fille ne t'accepte pas encore, est-ce qu'il faut chercher à vouloir faire des relations sexuelles avec la fille? Non, là-bas, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Selon moi, si je vais accepter le garçon pour qu'il me fasse la cour, je ne vais pas me livrer à ce garçon-là. Donc on doit s'attendre d'abord jusqu'à un moment donné avant de déclarer ça aux parents. Mais il y a des cas, papa peut refuser, maman va accepter. Et c'est maman qui accepte le plus souvent. Maintenant, le côté papa là, c'est un cas. Parce que c'est mon cas. Comme c'est mon cas, je ne sais pas comment je peux mener ma vie envers mon papa, comment je peux lui parler pour qu'il puisse m'accepter avec qui je suis. Donc, c'est ça. Si vous pouvez m'aider après, je serai pas. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à Sylvain. Merci beaucoup. Le problème du mariage au Togo, c'est vraiment sérieux. Moi, je vois que auparavant, avant nos parents, le mariage c'était vraiment quelque chose qui est sacré. Et avant de se marier, il faut avoir l'accord des deux côtés. Mais actuellement, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier le mot même. Ça devient vraiment un problème. C'est-à-dire, le garçon et la fille s'attendent et ils disent qu'ils vont se marier. C'est ce qui n'est pas bien. Réellement, il faut avoir l'accord des deux côtés. Et premièrement, l'objectif des garçons actuellement, c'est que, bon, j'ai vu la fille, je suis obligé, bien, je pense que je peux trouver quelque chose d'elle. C'est-à-dire avoir le sexe. Notre objectif premier, c'est ça. C'est le sexe. Surtout, la plupart des garçons, c'est le sexe. Ce n'est pas le mariage. On n'a pas l'idée de se marier après ou bien de faire quoi. Il n'y a pas ça. C'est le sexe. Et après, quand quelque chose arrive, après 3 mois ou bien après 1 mois, on constate que bon, ça ne passe plus. C'est-à-dire, la règle ne vient plus. On commence à se soucier. Oh, il y a quel problème. Et même, on cherche des moyens à éliminer ce qui est le fœtus, si on peut le dire ainsi. Donc, pour que on tisse une relation sérieuse, il faut premièrement l'accord du côté des filles, de la fille et le garçon, et après avertir les parents aussi. Parce que sans l'accord des parents, il y aura toujours des difficultés dans le foyer. Parce que quoi? Vous-même, vous allez vous dire que bon, on s'aime, et vous allez quitter la maison. Bon, le garçon se dit, bon, l'âge que j'ai maintenant, je suis obligé d'avoir une fille à ma côté, il doit me faire ceci, cela. Est-ce que tu es prêt à supporter? Il faut avoir les conseils des parents aussi. Est-ce que tu es capable de supporter après? Parce que on pense que, bon, donner des enfants c'est facile, mais ce n'est pas facile. Au moment où tu vas enceinter une fille, c'est là-bas que tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que dans 3 mois, 4 mois, on va commencer à demander les analyses, tout. Et en 9 mois, on dit, bon, est-ce que tu es capable? C'est là le problème. Donc, pour moi, avant qu'une relation amoureuse peut aboutir au mariage, il faut l'accord des deux parents d'abord, entre et le garçon et la fille, avant que ça peut bien marcher. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Et enfin, on va donner la parole à Tite. Bonsoir. Bon, selon moi, le mariage, c'est un lien sacré. Du coup, pour aboutir au mariage, il faut certains droits. D'un côté, il faut le consentement des deux parties. Je veux parler de la fille et du garçon en question. Bon, par après, il faut le consentement des parents, parce que c'est l'essentiel. Bon, par après, il y a l'âge qui compte.
pour un vieux de 42 ans qu'à se mettre avec une fille de 18 ans, bien de 17 ans. 42 ans. Du coup, selon moi, pour aboutir à un bon mariage, il faut savoir l'état. Merci. Ok. Merci beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, l'intervention de chacun et de chacune. Pour résumer grosso modo, dans notre société, les relations de couple entre un garçon et une fille, quand ça commence, c'est-à-dire quand ils commencent à vivre en couple, ça peut commencer soit par le mariage, donc légalement, traditionnellement, c'est toujours le mariage. Ça peut commencer par le concubinage, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés légalement. Okay? Mais ça peut aussi commencer parce que, c'est pas parce qu'ils veulent vivre ensemble, mais parce qu'ils sont forcés de le faire parce que peut-être il y a eu la grossesse. Donc, bon, j'aimerais savoir, avant de vous donner la parole, j'aimerais savoir si dans notre société, il arrive que un homme et une femme se marient par intérêt. C'est-à-dire que quand ils vivent ensemble, avant de vivre ensemble, ils ont vu parce qu'ils ont peut-être que le garçon est de bonne famille, la fille, sa maman a tel rang social, donc si je veux marier à telle fille, je vais peut-être évoluer plus vite. Si je veux marier à tel garçon, j'aurai tel avantage. Est-ce que ça arrive dans nos sociétés? Là, chacun peut, on n'a plus besoin de faire le tout. Chacun peut donner son avis. Une personne seule. Ok. Oui, donc je vais donner la parole à Odette. Ok. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on constate le plus dans nos relations d'aujourd'hui. On constate que beaucoup de personnes qui se mettent en couple, ce n'est pas vraiment par amour, excusez-moi le terme, mais c'est plutôt par intérêt. Nous allons voir ce côté un peu plus c'est chez les femmes autant que chez les hommes aussi. La fille, parce qu'elle a envie de trouver un boulot assez rapidement, elle constate que cet homme-ci qui me courtise là, non, si je me mets vraiment avec lui, ça va vite passer. De même que les garçons, il y a des hommes gigolos, nous n'avons pas négligé le fait. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable parce que d'abord, avant que deux personnes se mettent en relation, il doit vraiment avoir les sentiments. Parce que sans les sentiments, je ne vois pas comment est-ce que deux personnes peuvent réellement décider de vivre ensemble. Donc, à cette question, je dirais que ça existe, de nos jours, ça existe. Et c'est quelque chose, un problème auquel nous, les jeunes doivent être, un problème auquel ils doivent être sensibilisés et essayer de remédier à cela. Merci. Merci beaucoup. Oui, si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, il n'y a pas de problème. Bon, elle a tout dit déjà. Ok, d'accord. C'est effectivement ce que nous remarquons, que souvent nous agissons par intérêt et que je décide de me mettre en couple avec quelqu'un parce que je vois que son rang est plus élevé et qu'avec lui je peux évoluer. Ça se voit. Et bon, c'est les deux côtés. Bon. C'est ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, John. Et j'ai quelque chose à dire. Oui, monsieur. Et moi, je peux dire que ce n'est pas par intérêt, puisque je connais un jeune, il avait une fille qui cherche pour que le jeune sorte avec elle. Mais le jeune travaille dans l'hôtel, la fille aussi travaille dans l'hôtel. Mais jusqu'à maintenant, le jeune n'accepte pas. Donc, je peux dire que ce n'est pas par intérêt, parce que le jeune, malgré qu'il a constaté que la fille, elle est bien, elle peut assurer sa responsabilité. Après, quand même, il n'a pas d'argent, quand il manque de quelque chose. Donc, moi, je peux dire que ce n'est pas par intérêt, c'est par volonté. Si tu veux, c'est par volonté et par l'amour que tu as envers la fille. Ce n'est pas parce qu'elle a quelque chose ou bien son rang, ce n'est pas ça. Ou une relation sérieuse, ce n'est pas à cause des biens matériels. Je peux le dire aussi. Je vais dire quelque chose. Mais oui, c'est réel que les gens se marient par intérêt. Puisque souvent, c'est au côté des filles.
Parce que l'homme là, il a beaucoup d'argent ou bien il peut subvenir à mes besoins et autres. Mais par après, on peut dire que au commencement, ça commence par les biens, mais matériels, je peux donner un exemple comme ça. Mais par après, ça se termine par un amour infini. Parce que quand la personne a la personne prend soin de toi, je sais pas comment dire. Oui, et puis toi aussi, par moment, tu dois être reconnaissant d'une part. Quand la fille commence par être avec le gars par intérêt, on la donne des trucs et autres, et elle voit que maintenant le gars là, il me fait ceci, cela. Mais du coup, elle a toujours ces idées là-bas pour pouvoir aller avec cet homme. Mais si c'est un homme, un cas revoir, l'homme aussi se marie avec intérêt pour pouvoir, je sais pas, oui, avoir les choses, le pouvoir de la fille, puisque à travers la fille, il peut avoir plusieurs rangs en allant et autres. Je vais m'arrêter comme ça, merci. Ok, merci beaucoup. À ce qui me concerne, je peux dire que beaucoup ne se marient pas intérêt. Mais si on veut tout récapituler, la plupart des gens se marient pas intérêt. C'est vrai qu'il y a un petit pourcentage qui se marie par amour, ça on ne peut pas refuser. Mais en vérité, la plupart des personnes, on peut tout dire, c'est par intérêt. Parce que bon, si tu sais que là-bas, si tu vas, c'est pour aller souffrir. À quoi bon? Personne ne se marie pour aller souffrir. Tout le monde veut se marier, avoir une belle vie et réaliser ce qu'il veut. Merci. Bon, je veux ajouter quelque chose. Si on dit on se marie par intérêt, la question pourquoi la famille demande d'amener la dot et autres. D'une part, si la famille demande tel, et que toi, le mari, tu arrives à amener, à doter la fille, on sait réellement que cet homme, moins il peut prendre soin de ma fille, et là, la fille sera en sécurité. Merci. Bon, c'est juste pour ajouter que les uns ils pensent que le mariage est motivé par un intérêt. Moi, je voudrais juste dire que c'est naturel. Il y a un intérêt parce que quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action, tout simplement. Merci. C'est bon? C'est bon? Ok, merci beaucoup. Donc, on va aller plus rapidement. On va passer à une autre question. Pensez-vous que le niveau d'études du couple peut-il influencer une relation? C'est-à-dire que, pensez-vous que, par exemple, un homme très instruit peut-il vivre en couple avec une femme qui n'a pas été instruite, qui n'a pas été à l'école? Pensez-vous que c'est possible? Dans un sens comme dans l'autre. Pensez-vous que c'est possible? On va aller un peu plus rapidement. Donc, bon, Joseph, tu veux. C'est un contre-tour. Ok. Non, la question est beaucoup plus compliquée. En fonction des paramètres, en fonction des paramètres pris en compte, je pense que le mariage entre deux personnes de niveau d'études différents est possible si par exemple nous considérons le motif du mariage, donc je pense que c'est possible. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a un certain nombre de critères minimum qu'il faut observer. Par exemple, une personne qui n'a pas du tout été instruite sa relation en couple serait un peu plus compliquée par rapport à quelqu'un qui a été très instruit. Ok. Alors, Jack, tu as quelque chose à dire? Oui, moi je pourrais dire que le mariage entre deux personnes de niveau d'études différents, bon, c'est possible. Du moment où l'amour est, le mariage est essentiellement basé sur l'amour. Du moment où tu aimes ton partenaire, même s'il a un niveau très bas par rapport à ton niveau, tu ne vas pas considérer ce niveau. Tu ne vas pas considérer cela et tu iras au-delà de ça. Même, ça peut arriver qu'au cours de votre vie de couple,
tu pourras ramener cette personne-là à un niveau plus élevé. Donc c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose à dire? Oui. Pour ajouter à ce que les uns ont dit, moi je dirais que quoi? Ici, ce n'est pas affaire de choix. C'est pas affaire de choix, mais c'est comment dire, la maturité. Il faut être mature avant de se lancer dans ces genres de trucs. Et regarder que je suis instruit ou celle-ci n'est pas instruite. Non, ça c'est un problème de maturité. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok, merci beaucoup. Bien aussi. Je dirais que ce mariage n'est pas impossible, mais difficile. Parce que d'abord, je vais prendre un exemple. Dans le cas où c'est l'homme qui est plus instruit que la femme, nous constatons que les choses vont, c'est bien. C'est bien parce que dans le mariage ou dans la vie de couple, c'est l'homme toujours qui est le capitaine. Donc, dans l'autre sens où c'est la femme qui a un niveau d'études plus élevé que l'homme, c'est là ça devient un peu plus compliqué. Nous allons voir cela même dans le problème d'équité genre. Quand on a commencé par parler d'égalité de sexe et tout, nous avons vu qu'à un moment, quand cette histoire d'équité genre a commencé, ça avait mis beaucoup de couples en difficulté parce que les femmes n'arrivaient pas à faire la part des choses. Au boulot, je suis directrice et qu'à la maison, je suis une mère de famille, je suis une épouse. Mais aujourd'hui, nous remarquons que des efforts considérables ont été faits. Donc, je ne dirais pas que ce mariage est impossible, mais c'est juste difficile. Comme le frère a dit, ça dépend du niveau de maturité. Parce que d'abord, le mariage, la vie de couple, il faut d'abord vraiment avoir la communication. Quand deux personnes ont vraiment un niveau, vous arrivez facilement à vous comprendre, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand une personne est là et une autre personne est là, la communication est un peu difficile. C'est en cela que je dis que ce n'est pas possible, mais c'est difficile. Mais toutefois, comme il a dit, chaque personne de son côté va essayer de faire des efforts pour que la vie de couple puisse marcher. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Ok, on va passer la parole à Edith. Merci. Ce mariage est possible si la femme n'a pas un niveau élevé et que le garçon a un niveau. Les parents de la fille vont accepter pour que la fille marie à ce garçon. Mais si c'est la fille qui a un niveau élevé, que le garçon est inférieur, les parents de la fille vont refuser. Toi, tu as fréquenté jusqu'à aller à ce niveau, pourquoi marier? Donc, tu vois, c'est difficile. Parce que moi, je suis dedans toujours. Parce qu'il y avait un gars qui me faisait la chorale et mon papa a refusé. Et lui, il n'a pas évolué dans les études. Maintenant, il veut me faire la boue. Moi qui a eu un bac plus de... Je suis en deuxième année. Et que le garçon, il a cessé les études et il commence par apprendre des métiers. C'est impossible. Alors que moi, personnellement, je l'aime le gars. J'aime le gars. J'aime vraiment le gars. Moi, je veux celui qui fait des efforts. Celui qui fait des efforts, j'aime la personne. Je ne veux pas ce que la personne a. Si la personne fait des efforts, je vais accompagner la personne pour que demain, ça va marcher. J'ai cette foi-là. Merci. C'est bon. Ok, si j'ai compris, la relation entre un homme et une femme de niveau intellectuel différent, elle est possible, mais si j'ai bien compris, c'est qu'elle peut être difficile. D'accord? Parce qu'il peut y avoir un problème de communication. Pour un homme qui a un niveau intellectuel élevé, il a des centres d'intérêt différents de ceux d'une personne qui a un niveau intellectuel un peu plus bas. Donc ça fait que la communication peut être un peu difficile. Mais pensez-vous que le niveau d'éducation, le niveau intellectuel des parents, peut-il influencer sur l'éducation de leurs enfants? Pensez-vous que le niveau d'éducation des parents peut-il influencer sur l'éducation de leurs enfants? Comprenez, papa et maman sont bien instruits, tout ça ne sont pas instruits du tout, tout ça l'un est instruit, l'autre n'est pas instruit. D'accord? C'est les trois cas.
pensez-vous que dans ces différents cas-là, ça peut influencer sur l'éducation des enfants? Et à quel niveau? D'accord? S'il vous plaît, quand vous parlez d'éducation, soyez un peu plus spécifique avec nous pour voir un peu où est-ce que vous devez aller. Est-ce que vous parlez par éducation, le niveau d'études de l'enfant à l'école, ou bien c'est comment? Ou bien c'est celui des parents. Ok. Alors, par éducation, c'est à la fois à l'école et à la maison. D'accord? On sait que l'éducation de l'enfant, elle se fait à l'école, elle se fait à la maison. Et à la maison, ce qui est généralement, communément, su, c'est qu'elle est faite par la maman. D'accord? Il y a le papa qui intervient, mais le papa intervient beaucoup moins que la maman, parce que la maman, elle est souvent à la maison. En tout cas, c'est elle qui a l'enfant en son sein, c'est avec elle que l'enfant grandit. Donc, l'enfant est plus, au début, l'enfant est plus habitué avec sa maman. Donc, quoi qu'il en soit, pensez-vous que le niveau intellectuel des parents puisse influer sur l'éducation? Par l'éducation, on parle d'éducation aussi bien à la maison qu'à l'école. Parce que ce que l'enfant fait à la maison, une fois que l'enfant vient à l'école, vient de l'école, ce que l'enfant fait à la maison, c'est que ça peut être les parents qui peuvent l'inciter ou pas. En tenant compte du fait que l'importance que les parents eux-mêmes donnent à l'éducation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc si quelqu'un a quelque chose à dire, oui, je dirais que le niveau d'études des parents peut vraiment, ou bien je dirais pas peut, influence, peut influencer vraiment dans l'éducation des enfants. Parce que quand un enfant est issu d'une famille dont les parents sont cultivés, sont allés à l'école, cet enfant est forcément différent d'un enfant qui n'a pas ses parents vraiment, qui n'ont pas été à l'école. Je veux parler de la culture. Je ne parle pas de l'intelligence à l'école des nôtres pour le moment. Quand un enfant est issu d'une bonne famille, généralement, comme on le dit, cet enfant connaît un peu plus. Il a une faculté de pouvoir appréhender les choses différemment d'un autre qui n'est pas dans une bonne famille. Mais quand nous allons revenir sur le côté à l'école, travail et tout, pas forcément. Parce que l'intelligence, ça se cultive. C'est à force de travailler, tout. L'enfant du pauvre peut vraiment apprendre ses leçons et venir avoir ses 10, ses 20 à l'école. Tandis que l'enfant du riche, qui est issu d'une bonne famille, qui a des parents qui sont vraiment instruits, n'en a pas ses leçons et n'a pas forcément de bonnes notes à l'école. Donc je pense que le moment où l'éducation des parents influence sur la vie des enfants, c'est sur le plan culture. La culture que l'enfant a. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ici. Ok, oui. Alors, je passe la parole à Sylvain. Oui, merci beaucoup. Alors, on dit souvent que l'enfant du boss, c'est un boss. C'est-à-dire, si tes parents sont vraiment bien à l'école, forcément, toi, si tu vas évoluer, normalement pas. Puisque je connais des cas comme ça. Il y a des gens, parce que leurs parents ont été à l'école. Déjà, quand tes enfants sont de retour de l'école, tu dis, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Mais celui qui n'a jamais été mis le pied à l'école, bon, lui ne sait pas. Il ne sait pas comment gérer ses enfants. Quand on est de retour, on dit apprendre, lui ne sait pas. Si tu as appris ou pas, lui ne sait pas. Donc, enfant du boss, c'est toujours un boss de ma part. Donc, quelqu'un qui a été à l'école, ses enfants, la plupart, ils évoluent normalement. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter quelque chose. D'accord. Oui, Jack. Je voudrais ajouter, c'est pas forcément les enfants des parents instruits seulement qui peuvent évoluer. Parce que ça dépend, je peux dire que ça dépend des motivations des parents. Il y a des parents qui ne sont pas instruits, mais ont des ambitions tellement élevées pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils visent un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc, ça dépend de leur motivation, sur le chemin sur lequel ils éduquent leurs enfants. Donc c'est sur ce chemin-là que ça peut... Merci. Ok, quelle nouvelle question à ajouter? Yannet? Pour l'éducation, je peux dire là, il y a deux cas. L'éducation à l'école, l'éducation à la maison. Par exemple, à la maison, l'enfant d'un pauvre à la maison est bien instruit que l'enfant d'un riche. Puisque l'enfant d'un riche, le riche a pris une domestique pour ses enfants et que c'est
la domestique qui peut tout faire à la maison. Tantôt l'enfant vient dire prends ton cahier, soit tu fais ceci, cela, il ne fait rien par rapport aux travaux domestiques et autres. Mais l'enfant d'un pauvre, tu viens, c'est pas ta maman qui va te faire. Toujours tu dois le faire. On va t'envoyer, faire ceci, faire cela, de là. Des deux côtés, d'une part dans d'autres familles, l'enfant est bien éduqué à la maison qu'à l'école. Et l'enfant réussit bien ses études, travaille très bien. L'enfant des riches aussi, d'une part, ceux qui sont conscients de leur vie ont des vies meilleures, qui réussissent bien à l'école, mais à la maison, pas tellement. Puisque à l'école, il y en a, on leur prend des répétiteurs et autres qui vont voir les parents et dire est-ce que mon enfant travaille bien. Mais si l'enfant même n'est pas conscient, le parent peut faire tout, il deviendra un bandit. La plupart des enfants qui ont leurs parents riches sont des bandits, des voyous qui ne sont pas conscients. Mais ceux des riches ne rient pas. Ceux des pauvres, toi-même tu sais que tu es issu d'une famille pauvre, tu dois te battre pour arriver à un niveau donné. Parce que tu as vu ta camarade qui est riche, il a les conditions de vie. Pas possible là, tu dois te battre. Mais l'enfant, déjà on lui donne de l'argent, tout est fait déjà. Il va que même si je ne fais rien, j'aurai toujours ça. Mais l'enfant qui n'a rien, il va toujours se battre pour aller. Merci. Okay. Merci beaucoup. Passons la parole à Israël. Je vous remercie. Déjà, si un enfant meurt aujourd'hui, personne ne lui apprend à manger. Si l'enfant grandit, lui-même il mange. Et si tu as tes parents qui sont des bourgeois, tu vas essayer de vivre en tant que bourgeois. Si tes parents n'ont pas d'argent, genre les prolétaires, on peut le dire aussi. C'est-à-dire, si tu ne fais pas d'efforts, déjà, toi-même, il faut avoir la volonté avant de pouvoir réussir dans cette vie. Si on remarque ceux qui sont excusez-moi, des menuisiers, les maçons, tout ça là, ce sont les enfants des pauvres, pour la plupart. Si un enfant de bourgeois est maçon aujourd'hui, c'est pour la plupart ils ont fréquenté, ils ont leur diplôme et puis ils ne savent rien, mais ils viennent avec leur diplôme, ils disent que non, ils ont fait tel. On leur donne les grands chantiers, ils recrutent les enfants des pauvres qui ont eu la volonté de ne pas baisser les bras, ont fréquenté, ça n'a pas marché ou bien par manque de moyens, ils se sont allés apprendre les métiers d'humain et c'est eux qui prennent l'argent. Du coup, pour parler d'éducation, c'est-à-dire, pour parler d'éducation, en fait, déjà, si tes parents sont bourgeois, tu essaies de l'expliquer. Si toi-même tu es conscient, un enfant conscient, tu réussis. Si tes parents sont ceux qui sont moins riches, si tu as la volonté, c'est là que tu vas réussir. Sinon, personne ne te regarde même pas. Et là, ça ne marche pas. Merci. Ok, merci beaucoup. Passons la parole enfin à... Pour résumer très rapidement ce que les autres ont dit, si on prend l'éducation dans le sens général, comme elle est conçue, comme étant essentiellement acquise à l'école, puisque l'éducation reçue à l'école n'est que complémentaire à ce qu'on reçoit à la maison, moi je dirais que la conséquence est directe dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas avec les parents instruits, que le cas avec les parents non instruits, et que les conséquences peuvent être négatives comme positives dans les deux cas. Ok, merci beaucoup Joseph. Ok, maintenant on va aller un peu plus vite parce qu'on est tenu par le temps. Je vais passer à la question numéro 3. D'accord? Comment pensez-vous que devrait être approvisionné le budget familial? C'est-à-dire que pour les besoins de la famille, une fois que vous êtes en pour les besoins de la famille, à qui pensez-vous que ça doit être à sa charge? C'est à qui de le faire? D'accord? Pour les besoins de la famille, comment pensez-vous que quelqu'un, soit à l'homme, soit c'est à la femme, soit c'est aux deux, de pouvoir approvisionner le budget familial? Donc Joseph, oui, à la question sur la contribution de chaque partie dans le budget familial, je dirais que avant tout, c'est une question clé pour entrer dans une relation parce qu'en fait, une relation c'est un peu comme une entreprise et une entreprise a besoin d'attirer et il faut des fonds pour subvenir aux dépenses. Et généralement, et très souvent dans nos sociétés africaines ici,
la question sur la division des tâches confère à l'homme la partie essentielle de la contribution au budget. Et donc l'homme, il est tenu généralement de subvenir aux besoins de la famille, alors que la femme est placée sur un banc un peu plus passif. Donc je dirais que si on revient à nos réalités, les réalités d'aujourd'hui, les deux parties peuvent contribuer à égalité, ou peut-être pas au budget de la famille. L'homme peut arriver à couvrir la majeure partie comme la femme. Et tout cela dépend aussi d'autres paramètres comme le niveau social, le travail de l'homme ou de la femme. Ok, merci beaucoup. Oui. Sylvain. Et la question, je crois qu'on m'a déjà répondu, puisqu'on avait demandé à savoir est-ce qu'on se marie par intérêt ou bien comment. Puisque si vous êtes, et je peux dire, la femme a un boulot, l'homme aussi a un boulot, ça peut marcher. Le budget, ça peut se faire. Ça doit se faire entre les deux, puisque la plupart des filles croient que, bon, elles croient que si l'homme est riche, c'est fini. Et je connais aussi des cas qui sont actuellement. Il y a un riche, c'est un architecte, il s'est marié avec une petite fille de. Bon, une fille de. Elle avait eu son bac et ils se sont mariés. Elle n'a rien comme boulot. Et actuellement, il le maltraite comme il veut parce qu'il a de l'argent. La femme ne fait rien. Donc, le budget, ça doit se faire entre les deux. Point. Ok, merci beaucoup. Je pense que pour cette question principalement, il faut une intervention féminine, d'accord? Pour pouvoir défendre. Okay. Oui, il faut que les filles interviennent. Il faut que les filles interviennent pour qu'elles puissent donner leur point de vue par rapport à cette question. Oui, qui? Oui. Jeannette. Pour la contribution du budget, la plupart, mais généralement, c'est l'homme qui gère le budget de la maison. Mais la femme aussi peut l'aider dans les deux cas. Si tu as les moyens, non, c'est pas elle, tu vois. Si elle a les moyens, elle va le faire. Mais si elle n'a pas les moyens, c'est l'homme qui va le faire. D'une part, on peut dire que la femme donne l'argent et l'homme donne l'argent, mais c'est la femme qui prend l'argent là pour faire quelque chose avec. Tu donnes l'argent, ça l'argent ne peut pas devenir ceci, cela. Des fois, les hommes donnent, par exemple, je vais donner un exemple, l'homme donne 1000 francs à la femme pour faire la cuisine. Et comment elle va gérer? Soit elle doit ajouter, soit elle va diminuer. Mais dans les deux cas, si tu as un boulot ou bien tu fais quelque chose, c'est pour ça qu'on dit aux hommes, si tu veux que ta femme t'aide dans le budget, il faudrait lui chercher quelque chose à faire. Tu lui dis, ma femme, tu sais quoi, il faudrait que tu fasses ceci, cela. Là, si elle aussi elle a des revenus, d'une part, si l'argent manque, elle ne pouvait pas venir te demander de l'ajouter, non? Elle va prendre sa responsabilité et ajouter. Mais là où la femme n'a rien à faire, tu dois assumer la responsabilité. Ok, merci beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que c'est l'homme qui endosse les responsabilités. Mais je me dis que c'est parce que dans notre société, ça a toujours été comme ça. Il y a vraiment des réalités, beaucoup de choses qui se passent que nous ne maîtrisons pas. Si nous allons voir aujourd'hui, il y a vraiment des hommes irresponsables. Excusez-moi vraiment le terme, les hommes, je suis désolée. Il y a des hommes irresponsables. Et dans ces foyers, c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui est à la fois l'homme et la femme. Genre, côté financier, c'est elle qui s'occupe de l'éducation. Moi, j'en ai vu des femmes comme ça, qui s'occupent de l'éducation des enfants de A à Z. Et parfois aussi, cela intervient. Prenons un couple où l'homme perd son emploi. Vous allez me dire que c'est l'homme qui trouve encore? Non. Tout le monde est en train de dire c'est l'homme parce que dans notre société, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec la civilisation d'autres cieux, on nous a appris à pouvoir faire la part des choses. Donc, je dirais que aujourd'hui, ne plus dire que c'est l'homme seul, parce que coûte que coûte, comme la sœur l'a dit, même si c'est l'homme qui donne l'argent, c'est la femme qui le gère, c'est la femme qui permet, qui contribue au fait que cet argent puisse se fructifier. Donc, je dirais qu'il faut faire le partage dans le cas où c'est possible, dans le cas où les deux personnes ont les moyens pour pouvoir le faire.
Ok, merci beaucoup. Okay. Je vais passer la parole à André. À la question comment le budget familial peut être approvisionné, moi je pense que ça dépend des revenus de chacun. Parce que par exemple, dans ma famille, par exemple, les frais de scolarité, l'électricité, les vêtements et autres, c'est papa qui gère. D'accord? Et le manger, la cuisine et autres, là, c'est papa. Donc moi je pense moi-même, c'est la façon dont ça se passe dans ma famille, c'est avec la permission de ma femme, c'est comme ça va se passer chez moi. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Oui, Daniel, tu avais quelque chose à dire? Grandiose. Voilà. En fait, ce problème est tellement délicat. La question là, s'il faut débattre ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Moi, je reviens toujours sur la maturité. Ça dépend de la maturité du couple. Voilà. On a fait cas, tout de suite, quelqu'un a fait cas du licenciement du monsieur, le monsieur qui perd son travail ou son boulot. Voilà. Si ce qui amène des conséquences, c'est que quoi? S'il n'y a pas la maturité dans le foyer, ça va toujours amener des problèmes. La femme qui va intervenir sur le temps là va trouver toujours à dire et pousser l'homme à faire des trucs qui peuvent même devenir des problèmes sous d'autres cieux. Bon, moi je dirais tout simplement c'est la maturité. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, s'il vous plaît, je pense qu'à cette question, d'abord, quand deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est quelque chose, c'est primordial. C'est une question dont vous devez vous asseoir et discuter, comme il a dit. Parce que pour pouvoir se dire, si j'ai les moyens, je vais le faire. Si tu as les moyens, tu contribues. Parce que dans la tête de plusieurs personnes, c'est l'homme. Et quand ces problèmes arrivent, on ne sait plus vraiment quoi faire. Donc je me dis, au début des relations, quand même après votre mariage, le lendemain vous vous asseyez, si vous pouvez partager les tâches, vous le faites quoi. En même temps est mieux parce que vous allez vivre, c'est jusqu'à la mort si on le dit ainsi. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais ajouter aussi quelque chose. Je pense aussi à la conception de votre mariage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que vous vous êtes dit, c'est que avant que vous ne soyez unis, vous vous êtes donné des directives. C'est ça que vous allez suivre tout au long de votre vie. Donc s'il y a des fléaux qui viennent gangréner votre mariage, vous devez chercher des solutions ensemble. Ok, bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Joseph. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Je passe à une autre question. D'accord? Une fois qu'on a débattu, les uns et les autres ont dit, selon lui, c'est soit l'homme, c'est plus l'homme, c'est soit les deux, voilà, c'est pour résumer. Mais une fois que le budget, on a trouvé le budget, on sait, il y a l'argent qui est là. Comment pensez-vous qu'on doit gérer ça? Est-ce que c'est... Bon, c'est pas consensus, tout doit être défini. Parce qu'une fois qu'on a l'argent là, c'est là, on a nos besoins, on a différents besoins. Est-ce que vous pensez que ça doit être fait à la discrétion de chacun ou soit c'est en concertation? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, d'abord, le budget, l'argent, comme il a dit, que le couple d'abord c'est comme une sorte d'entreprise. Oui. Et quand dans une entreprise, les fonds, ça permet à l'entreprise de pouvoir s'épanouir. Donc, à cette question, je dirais que si l'homme ou soit la femme, quand il va gagner son argent ou bien son argent, il va faire des choses à discrétion, cela ne va pas vraiment les avantager. Mais quand ils vont se mettre à deux, d'abord il faudrait qu'il y ait l'intérêt commun et surtout l'intérêt des enfants. Si c'est un mariage, ils veulent continuer vraiment. Parce qu'ils ne vont pas commencer à dépenser leur argent à la bayhat. Non. Ils devaient, genre, par exemple, aujourd'hui mon mari gagne peut-être 150 000 par mois. Peut-être on n'est que deux pour le moment, ou soit avec un seul enfant, on se dit peut-être avec 50 000, on paie le loyer, on paie l'électricité, le manger. Avec les 100 000 restants, qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être nous allons commencer par chercher un chez. Donc vous devez essayer de... Ce dans quoi vous deviez investir votre argent doit être un bien commun à vous tous. Un bien auquel vos enfants, vos progénitures en profiteront. Merci beaucoup. Oui, oui.
J'aimerais ajouter quelque chose, c'est-à-dire, bon, dans le cas du mariage, il y a des régimes que l'homme et la femme décident d'adopter, comme le régime de communauté de biens ou de séparation de biens. Dans le cas du régime de communauté de biens, souvent ça cause problème. Il y a un compte qui est ouvert au nom du couple et quand la femme va retirer de l'argent sans le consentement de l'homme, c'est un problème qui survient. Si c'est du côté de l'homme aussi, c'est pareil. Mais je crois que le régime de séparation de biens est meilleur puisque chacun fait ses dépenses de son côté. C'est une responsabilité, quoi. Quand tu vois que tu peux le faire, tu le fais. C'est ça. Oui, Sylvain. Moi, je voulais faire une proposition concernant la question. Puisque chez certains frères, la plupart des frères, ils travaillent. La plupart, presque tout le monde y travaille. Donc, arrivé à la maison, il est investi. Tout ce qu'ils ont gagné au travail, ils déposent ça, ils ont une caisse. Donc, dans le mariage, si vous voulez se marier, comme Odette avait soulevé, c'est plutôt moi qui peux dire qu'avant le mariage, vous devez s'attendre que, bon, on veut faire un cheminement jusqu'à la mort. Est-ce que quand tu gagnes 50 000, l'homme gagne 50 000, vous allez déposer ça dans une caisse ensemble parce que vous êtes mariés pour vous deux, premièrement, et gérer vos enfants. Et après, vous allez, bon, s'il y a un oncle quelque part, donc c'est dans ce caisse que vous allez enlever si papa est malade, si la tante est quoi, si vous voulez aider, c'est là-bas vous allez prendre. Mais si tout le monde veut garder son argent dans la poche et il dit, bon, quand il y a un budget, bon, je vais investir 50 000 et la femme dit, bon, cette année, bon, ou bien la fin du mois, j'aime pas, oui, et mon salaire. Donc, je ne veux pas, là, il y aura un problème. Donc, si vous avez la caisse et tout le monde investit dedans, quand il y a problème, vous enlevez là-bas et vous gérez. C'est une proposition qui peut être vraie pour vous. Ok, merci beaucoup. On va finir pour donner la parole à Joseph. Ok. Bon, la question de la gestion commune des biens de la famille, c'est un problème très complexe à tous les niveaux, pas seulement familial, et je l'ai même au niveau national, parce qu'on voit très souvent le cas avec la gestion des biens publics. Donc, pour dire qu'on n'arrivera jamais à trouver une solution totale ou optimale. Ce sera seulement une solution consensuelle. Et puis, je voudrais dire que, en termes très techniques et purement économiques et figurales, je pourrais dire que pour trouver la solution, il suffirait simplement de créer un comité de gestion des biens de la famille qui sera composé de la maturité, comme le frère l'a soulevé, et qui sera aussi représenté par le consentement des deux parties. C'est très technique. J'espère que vous avez compris. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va passer à la question numéro 4. D'accord. Quel est votre point de vue sur la polygamie? Alors, dans la société, dans notre société ici, on sait que la polygamie, elle existe bel et bien. D'accord. Il y a des hommes à la maison qui ont 1, 2, 3, j'en passe, femmes. Et ce n'est pas seulement les musulmans. D'accord. Quel est votre point de vue sur la polygamie? Est-ce que, selon vous, les hommes vont intervenir, les femmes vont intervenir, qu'est-ce qu'ils pensent de la polygamie? Est-ce que c'est toujours bon pour la cohésion de la famille? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? Et quels problèmes? Donc je passe la parole à qui? Odette toujours? Ok, les hommes d'abord. Ok, je vous remercie pour la question. Il a dit les femmes d'abord, bon, il n'y a pas de souci, moi j'ai commencé. Et je sais que les hommes vont toujours la Ok, par rapport à la question de la polygamie dans notre société, au fait, la polygamie existait bel et bien dans les temps antérieurs qu'aujourd'hui.
c'est un problème qui persiste. Donc, dire qu'on va trouver une solution pour ça, ou bien dire que c'est bon ou ce n'est pas bon, moi je dirais que c'est un choix personnel. Un choix personnel, pourquoi? Parce que ça dépend de tes moyens. Avoir 2 femmes, c'est avoir un budget à partager en 2. Et si les 2 femmes ont 4 enfants chacune, tu imagines la lourde charge que tu as. Donc du coup, ça dépend. Et il y a aussi les immatures. Eux, ils le font inconsciemment. Eux, c'est pour le plaisir. Ils trouvent, ils mettent, ils cognent partout. Et ça donne, ça devient des charges somptuaires. Voilà. Mais pour dire concrètement par rapport à ça, vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui surviennent de la polygamie. Voilà. Donc, ici, on est dans une société et la société est subdivisée en des petits. Il y a des communautés, merci pour le mot. Et il y a, sur le plan religieux, on a les chrétiens, et on a les musulmans, on a les, comment ils s'appellent, animistes. Voilà. Ça dépend de chaque, comment dirais-je, conception de chaque religion. Voilà. D'autres interdisent carrément la polygamie, d'autres l'acceptent, et d'autres, bon, eux ne disent rien par rapport à ça, ils sont neutres. Donc, pour conclure, je dirais que c'est simplement un choix. Ok, oui, Odile. Je dirais à cette question, d'abord nous devons tenir compte de notre société. Nous vivons en Afrique et en Afrique, ça a toujours été quelque chose de normal. Les Africains, à la base, ne voyaient pas d'inconvénient au fait d'avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Au contraire, en Afrique, ça a toujours été quelque chose d'honneur. Quand un homme a plusieurs femmes, il est respecté dans la société. Mais aujourd'hui, avec ce que les Blancs nous ont apporté, les Blancs sont venus nous dire que non, ce n'est pas bon. Et ça a créé vraiment beaucoup de confusion dans notre société actuelle. Qu'est-ce que moi je dirais vraiment par rapport à cette question? Aujourd'hui, il y a un adage dans ma langue maternelle qui dit: quand tu n'es pas auprès de la douche, tu ne vas pas ressentir les odeurs nauséabondes qu'il y a là-bas. Je dirais que face à cette question, beaucoup de personnes disent que non, la polygamie ce n'est pas bon et tout. Mais comme le frère l'a dit, quand tu es dans une famille polygame et que, comment appelle-t-on, tu as vu que tu as traversé beaucoup de choses. Peut-être le papa, il n'avait pas vraiment assez de moyens, mais il s'est lancé dans cette aventure et cela a permis, cela a fait que d'autres enfants n'ont pas pu évoluer dans les études, ou bien ces enfants n'ont pas pu avoir les mêmes chances d'éducation et tout. C'est en ce point-là que ça a un problème pour nous. Mais dans le cadre où le papa, les mamans, les femmes d'abord, elles sont responsables, le papa, il est responsable, il est mature, côté financier et tout. Je ne vois pas vraiment là où il y a le problème. S'il y a vraiment l'entente entre ces familles, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est là où le papa, peut-être à la fin, il va mourir, il a beaucoup de biens et il y aura une division. C'est là aussi il y a un problème. Mais le papa, avant de quitter, peut remédier à ce problème. Tout dépend de la maturité, comme il a dit. Il sait très bien que j'ai plusieurs familles et que quand je vais quitter peut-être dans quelques années, ce sont des éventuelles possibilités de querelles, de discorde entre ma famille. Donc, je vais faire un testament, celui-ci, celle-ci, aura ci, ça. Et quand c'est fait comme ça, il n'y a pas vraiment de problème à la polygamie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Déjà, moi, je ne vois pas l'importance de la polygamie. Parce que, bon, à part ça sert d'avoir beaucoup d'enfants. Même si tu as beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, et si tu as beaucoup de femmes, moi tu auras beaucoup d'enfants. Si tu veux avoir 4 enfants, si j'ai déjà 4 femmes et 4 enfants, je peux avoir avec une seule femme. Et si j'ai un budget, qui est un grand budget, ça va me permettre de vivre une belle vie, j'ai une vie.
Parce que bon, qu'est-ce que je cherche chez l'autre femme? Déjà, si tu aimes vraiment ta femme, tu ne vas pas penser à aller prendre une deuxième femme. Parce que c'est quoi? Se marier, c'est déjà ressentir de l'amour entre vous deux. C'est ça qui va vous permettre de vous marier en fait et avoir des enfants. Du coup, aussi, bon, c'est pour ça que moi je ne peux pas cautionner la polygamie. Parce que déjà, beaucoup de couples que moi j'ai vu, beaucoup de familles qui sont polygames, pour la plupart, les enfants se sont livrés d'abord à eux-mêmes et c'est de la pure souffrance. Et je ne trouve pas ça bien. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais d'après vos interventions là, une idée me vient à l'esprit. Si on peut pas, si un homme, d'autres disent que la polygamie c'est bon, ça peut aller, d'autres disent c'est pas bon. Mais d'après vous, si l'homme au lieu d'être polygame, il a une femme, est-ce qu'il peut se permettre au moins d'avoir des maîtresses à la place des femmes même qui vivent à la maison? Est-ce que d'après vous, d'accord, je veux aussi après une intervention de vous, oui. À cette question, il peut dire que c'est la religion chrétienne qui est l'opium de ces problèmes. Parce que à l'église, on nous dit d'avoir une seule femme. C'est les blancs qui nous ont dit ça. Alors que nous sommes en Afrique, précisément au Togo. Et au Togo, les aînés, c'est leur papa qui donne la première femme. Et après, c'est eux-mêmes qui cherchent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. Donc, la polygamie, moi je peux dire toujours que c'est quelque chose qui est normal, qu'on ne doit pas refuser. Et même si, oui, même si on est polygame, ce n'est pas encore un problème. Ou bien si, comme aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens, nous disons qu'on va se marier à l'église, on a une seule femme à la maison, mais dehors, quand on refuse la polygamie, on est obligé de continuer dans les coins, comme avoir des maîtresses. Ça, c'est normal. Parce que nous sommes en Afrique. Pour ça, je dirais, un homme peut avoir une maîtresse dehors. Si cela arrive, ça dépend de la femme. Pourquoi je dis ça? D'une part, toi, tu es déjà marié, une femme est mariée à un homme. Ta manière de faire avant que l'homme ne te retrouve, arriver chez lui, ça ne continue pas. Tu chantes, après tu dis, je suis déjà une femme mariée, je dois m'habiller comme ceci, cela. On dit une femme habillée, habillée correctement. Habillée correctement, c'est au dehors, mais à la maison, c'est entre ton homme et toi. Donc il faut être un peu sexy. Mais c'est ce qui pousse les hommes à avoir des maîtresses au dehors. L'homme sort, il voit la fille bien sexy, bien habillée, qui sort bien sa femme, il met en valeur, elle met en valeur sa femme et tout, des dimanches et autres. Ça doit attirer, on dit souvent l'homme là, quand il voit là, il doit toucher. Donc c'est à toi la femme de gérer ton homme à la maison pour ne pas avoir de maîtresse à la maison. Mais avoir des maîtresses à la maison aussi, comme on l'a dit, c'est la maturité. Il faut avoir la volonté pour dire que moi, j'ai déjà pris une femme, donc je me contente de ce que j'ai. Pour les dehors, je m'en fous. Ok, merci beaucoup. Oui, comme moi je l'ai dit depuis le début, si un couple se forme naturellement, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est que le couple fera tout pour répondre à l'attente de chacun des deux parties. Du coup, avoir une maîtresse dehors, moi je ne trouve pas ça. Je ne cautionne pas ça parce que peu importe. C'est un choix que tu as fait depuis le début. Soit tu es polygame, mais ça aussi je ne cautionne pas ça. Soit tu es polygame ou tu ne l'es pas. Avoir des maîtresses dehors, c'est pas bien. Déjà chez nous, les Hébés, si une femme sort, on dit il t'a fogué, genre des trucs comme ça. Et ça entraîne la mort de l'homme. Du coup, si je cautionne que l'homme a des maîtresses, c'est que je cautionne la femme à aller faire pareil. Non, c'est pas possible. Ce que tu dis, si je dis que non, c'est permis, la femme aussi peut se dire que non, bon, l'homme sort, moi si je peux sortir. L'homme sort parce que. Non, mais non, je peux intervenir dedans. S'il vous plaît, laissez-moi. L'homme sort, je peux sortir. Mais chez les blancs, par exemple, chez les blancs, si une femme sort pour aller se faire taper par un autre homme, tu crois que ça entraîne la mort comme en Afrique? Non. Oui, en Afrique, on a bien dit, si une femme sort, il y a la mort. Alors que si l'homme sort, il n'y a pas la mort. Donc c'est normal. Oui, parce qu'il vient de dire que chez eux, quand une femme sort, il y a la mort. Mais quand l'homme sort, il n'y a pas la mort. Pourquoi?
Nous sommes en Afrique. Nous discutons sur un sujet en Afrique. Nous ne sommes pas en Occident ici. Donc, quand un homme sort, moi je vois que c'est normal. C'est parce que la nature même a accepté. Oui. C'est pourquoi il n'y a pas la mort. C'est que la nature n'est pas d'accord. Il y aura la mort comme si c'était la femme qui est sortie. Oui, Israël, pour finir. Il a bien précisé chez eux. Oui. C'est oui, l'Israël finit. Ok, le but c'est en Afrique. Du coup, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Il ne sert à rien d'avoir des maîtresses. Si tu as une femme, c'est parce que tu t'es décidé de faire toute ta vie avec elle. Du coup, peu importe les situations, tu dois essayer de trouver des solutions pour que ton foyer soit exceptionnel aussi. Ok, bon, on va passer à une autre question parce qu'on ne va pas finir, d'accord? Il y a d'autres questions, Alors, j'en viens à la question numéro 5. Comment pensez-vous que les problèmes de couple, devraient être réglés? C'est-à-dire que dans tout couple, on a parlé de comment est-ce que l'argent doit venir dans le couple, comment est-ce qu'on doit approcher une fille, etc. Mais une fois que la vie de couple est là, il y aura forcément des problèmes. Qui est l'argent pas? D'accord? Mais comment pensez-vous qu'une fois que ces problèmes surviennent là, comment est-ce que pensez-vous qu'on doit les régler? Est-ce que entre nous-mêmes on peut les régler? Est-ce qu'il faut l'intervention des membres de la famille, par exemple? D'autres n'acceptent pas, ça dépend. Ou, soit carrément, faut-il faire recours à un conseiller conjugal par exemple? Je peux avoir la parole. Ok, oui, je donne la parole à Charlotte. Bon, je dirais que souvent je vais commencer par un adage qui dit le linge sale c'est la famille. Quand vous avez un problème, il faut que vous deux vous entendez pour pouvoir arriver à trouver une solution. Mais si cela persiste, c'est pas pour rien quand vous voulez au moment du mariage demander des parents et des marins. Je parle au cas où vous avez des mariages religieux, parents et marins. Si vous avez des problèmes, il faut que les témoins interviennent dans vos problèmes. Mais au cas où vous n'êtes pas marié à l'église, à la mairie et que ça persiste, si c'est aux côtés de la femme, tu appelles un membre de la famille de la femme pour parler à ta femme. Et si c'est à côté de l'homme, toi la femme, tu appelles un membre de sa famille pour parler. Mais au cas où vous appelez des familles différentes, ça amène des problèmes. Donc, les problèmes, premièrement, il faudrait que toi, tu aies la volonté. Tout ça là se joue sur la maturité. Tu as la volonté de dire. Il faut qu'on dise souvent si le grand ne connaît pas, au moins le petit connaît, vice versa. Que tu appelles ton homme à l'autre pour lui dire ceci, cela, cela. Souvent, c'est l'orgueil qui amène toutes ces choses-là. Tu n'as pas la volonté, tu dis, moi je ne peux pas demander pourquoi dire que c'est moi qui s'est rabaissé. Mais faire ça ne veut pas dire que tu as changé de personnalité. D'une manière, tu dois te rabaisser et dire, il faut qu'on parle. Ça, là, ça se joue. Ça prouve que réellement tu es mature dans votre couple. Et si tu parles à l'homme, tu fais cela et puis ça continue toujours. C'est là qu'on amène des conseillers et autres problèmes. Ok, quelqu'un d'autre peut Odette? D'abord, je pense à cette question, comme je le dis toujours, ce sont des trucs qui doivent se dire à la base. Ce sont des trucs qui doivent se définir à la base. D'abord, je prends l'exemple de ma famille parce qu'on ne maîtrise que ce que l'on vit. D'abord, moi, qu'est-ce que mon papa a fait? Il a dit que, genre, quand je t'ai rencontré, il n'y avait pas le pasteur, il n'y avait pas mes parents et tout. Et tu as décidé de m'épouser. C'est pas au moment où il y aura des problèmes que tu vas aller voir le pasteur, tu vas aller voir tes parents et tout. Quand vous allez vous mettre ensemble, c'est vrai, il y aura toujours des problèmes. Mais comme le dit-on souvent, c'est la communication. Avec la communication, on arrive à régler beaucoup de choses. Il faut parler. Quand un couple a un problème, il faut parler. C'est quand c'est de cas majeurs, c'est que ça dépasse, peut-être que le bastonnage intervient. C'est là que vous pouvez faire appel aux membres de la famille, vos parents et tout. Mais allez exposer vos problèmes conjugaux, bien conjugaux, je ne sais pas trop, au dehors, ce n'est pas bien. Je ne vous conseille pas cela. Ok, merci beaucoup. Oui, qui de prendre l'interview? C'est bon? C'est bon? Ok, d'accord. Alors, je vais passer à la question suivante. Okay? D'après vous, comment
devrait-il planifier la naissance des enfants? J'entends pas planifier la naissance des enfants, à la fois le nombre d'enfants qu'un couple doit avoir et aussi l'espacement entre le premier et le deuxième. D'accord? Donc, comment pensez-vous qu'un couple devrait planifier la naissance des enfants? Oui, ah ok, d'accord. De toute façon, Mathilde. Selon moi, la planification doit se faire à la base, avant le mariage. Oui, d'accord. Mais je veux savoir, d'après vous, ce que je veux savoir, c'est combien d'enfants un couple doit avoir? D'après vous. Et quel doit être l'espacement? C'est selon les moyens financiers. Chacun d'accord. Selon les moyens financiers de la famille. D'accord, oui. Oui, Odette, toujours oui. L'espacement des enfants, c'est quelque chose que vous deviez faire en accord. Parce que la femme peut se dire, je vais avoir 10 enfants, et l'homme peut-être, je vais avoir que 4 enfants. Mais il y a toujours une question qui revient, la responsabilité financière, comme elle l'a soulevé. Ça ne sert à rien de faire beaucoup d'enfants, or vous n'avez pas assez de moyens. Compte tenu de l'espace, de l'intervalle des âges qui doivent séparer les enfants, aujourd'hui nous avons la planification familiale qui nous aide pour ça. Donc ça c'est quelque chose une discussion à deux. D'autres préfèrent 3 ans, d'autres préfèrent 5 ans, ça dépend de tout à chacun de nous. Et quant au nombre d'enfants? Ça dépend de vous aussi. Si vous voulez avoir 4, 5, mais rappelez-vous qu'il doit avoir les moyens financiers. Ici, moi, je vais ajouter quelque chose à ça, à votre question, combien d'enfants? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des réalités de la nature. Je décide d'avoir 5 enfants ou 2 enfants, ça dépend. Mais si l'Éternel, Dieu ne nous donne pas, peut-être c'est dû à quelque chose qu'on n'a pas vu dès le bas âge. Voilà. Je n'ai pas d'enfants, mais je désire avoir 5 enfants. Je fais comment? C'est Dieu qui donne. Quand tu as, tu prends. Quand tu n'as pas, il faut prier, ça va venir. Donc le nombre d'enfants là, on ne choisit pas. On peut toutefois choisir, mais ça dépend de comment vous planifiez vos rapports sexuels. C'est ça même. Il n'y a pas de flemme. Voilà. Oui, il a une chose que j'avais en tête de dire, c'est ça. En fait, le nombre d'enfants à avoir dans une famille, ou bien la durée qui doit les séparer est un facteur qui échappe au contrôle. C'est un facteur psychologique en fait, qui échappe au contrôle des partenaires. Ça peut survenir contre la volonté, ou bien même ça peut arriver avec la volonté. Donc, je ne pense pas que ce soit un truc qu'on peut contrôler. Ok. Merci beaucoup. Alors, je passe à la question, l'avant-dernière question. Comment l'homme doit-il traiter sa femme? Et réciproquement. C'est-à-dire que dans la vie de couple de tous les jours, d'accord? De tous les jours, je n'ai pas dit qu'il y a un problème, je dis dans la vie de couple de tous les jours, quel est le comportement que l'homme doit adopter envers sa femme? Et réciproquement, d'accord? Oui, tout va bien. Oui, Jeannette, oui. Pour le comportement, la première des choses, c'est le respect. Il faut respecter. Respect de qui envers qui? La femme doit respecter l'homme, l'homme doit respecter la femme. Mais au dehors, on dit si tu respectes ta femme ou bien ton homme au dehors, c'est de la même manière qu'on va le respecter aussi. Mais à la maison, c'est à la maison seulement tu donnes le respect, au dehors, tu parles mal de ta femme ou bien ton mari, les autres aussi vont passer toujours, même si l'homme fait quelque chose de bien ou bien la femme quelque chose de bien, on va toujours dire que la femme est ceci, cela. C'est par rapport à la façon dont tu traites ton homme ou bien ta femme au dehors que la société aussi va. Ok, merci beaucoup, Jeannette. Oui, oui, Jack. J'aimerais dire que tout cela se résume à l'humilité. C'est-à-dire, si tu as 21 ans, il y a des actions que tu ne peux pas faire envers ta femme et elle aussi, réciproquement. Donc, c'est une question d'humilité en fait. Je respecte ma femme, je la considère comme quelqu'un plus supérieur que moi qui pourrait
me donner des conseils, me supporter. Et c'est le même cas du côté de la femme. Je dois considérer mon mari comme mon supérieur. C'est-à-dire, je ne dois pas, si je dois m'adresser à lui, bien faire quelque chose, je dois faire preuve d'humilité. Merci. Oui, grandiose. Mais pour la question, moi je vais ajouter ceci. Le mariage, c'est un lien sacré. Avant de vous unir, c'est que ton partenaire, tu l'as choisi et tu considères ce dernier comme toi-même. Parce que si je sais que je gifle celui-ci ou celle-ci, ça va entraîner autre chose. Pardon. Supposons que est-ce que tu peux te gifler toi-même? Tu peux t'insulter toi-même? Non. Ce que tu sais que si tu te fais toi-même, ça va te faire mal. Ne fais pas à ton prochain. Je pense que le problème est déjà. Merci beaucoup. Oui, une dernière intervention. Quand je peux appeler un sorcier, il arrive toujours à deviner mes idées. On peut dire que le problème sera résolu si chaque partenaire considère son prochain ou bien l'autre comme son propre miroir. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On va juste poser la dernière question. Je pense que sur cette dernière question-là, on risque de perdre un peu de temps. Alors, que pensez-vous? Quelqu'un a eu à parler de ça, mais brièvement. Mais là, on va débattre clairement de la question. Que pensez-vous de l'écart d'âge dans un couple? C'est-à-dire que, une personne a dit tout à l'heure, on peut avoir 40 ans, ça fait 17 ans. Est-ce que vous pensez qu'une telle relation elle est possible? Comment est-ce qu'elle doit se passer? Et inversement, il y a des cas comme ça peut-être. Donc, une femme qui a 48 ans et le monsieur qui a 29 ans par exemple. Donc, pensez-vous qu'une telle relation est possible? D'accord? Oui, Odel. Cette question me tient vraiment à cœur. On dirait que c'est la question que j'attendais depuis le plus. Dans notre société, il est vrai qu'on nous a toujours dit que c'est l'homme qui doit être supérieur en âge par rapport à la femme. Et je suis d'accord aussi avec eux parce qu'ils ont, nos parents, ils ont leurs raisons avant de dire cela. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que nous les enfants d'aujourd'hui nous sommes, une chose entraînant une autre. Nous voyons que il y a des femmes dans la société qui ont un petit faible pour les hommes d'âge inférieur, c'est ça. Une femme de 35 ans par exemple, en fait, d'abord, qu'est-ce qui vient? Avant que deux personnes se mettent en couple, avant qu'une femme décide de vivre avec un homme, il faudrait que cette personne trouve certaines qualités chez l'autre. C'est ainsi chez la femme que l'homme. Si une femme de 35 ans trouve ce qu'elle veut en un garçon de 29 ans, il n'y a pas de problème. Si un homme de 40 ans trouve ce qu'il veut dans une fille de 18 ans ou de 35 ans, il n'y a pas de problème. Je dirais que il faudrait qu'on commence par inculquer cela à nos enfants parce que c'est vraiment un problème. Oui, je sais de quoi je parle, excusez-moi s'il vous plaît. Parce qu'on nous a longtemps éduqués, c'est le mari qui doit être plus âgé que toi. Mais aujourd'hui, nous voyons que il y a des hommes qui ont un âge inférieur mais qui sont matures. Hein? Ils sont matures et les femmes âgées aiment cela. Aujourd'hui aussi désolée, il y a des hommes, les hommes préfèrent les femmes matures par rapport aux femmes, des petites gamines qui ont des sauts d'humeur et tout. Donc, par rapport à ça, je dirais que ça doit être quelque chose qui doit être vraiment, qu'on doit commencer par en parler à nos enfants pour qu'ils commencent à réfléchir à cela. Je vous remercie. Ok, oui, grandiose. Ah. C'est maintenant que vous devez poser la question d'intérêt. Parce que ici, pour résoudre ce problème, parce qu'il faut que je trouve un intérêt particulier à une dame qui me dépasse largement en âge pour me lancer dans cette histoire de quoi, je ne sais pas trop. Au fait, ça là, c'est l'intérêt qui domine.
Supposons que ici je suis un jeune, bon, je suis mature, comme tu le dis, oui. Et physiquement, je suis bien, c'est ce que les femmes aiment. Quand physiquement tu tiens, voilà, la dame, elle est. Peut-être que son mari est déjà faible. Il n'arrive plus à assurer. Quelle est mariée? Non, non, moi je ne parlais pas du côté mariage. Je parlais des personnes célibataires, quoi. Ah, c'est ça. Oui, des personnes célibataires et il y a des femmes qui ont vraiment un béguin pour les hommes qui ont un âge inférieur. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention. Je vais ajouter ceci. Pour les faibles, les femmes ont des faibles pour les jeunes comme moi, oui. Je dirais que j'ai tout dit en disant que c'est l'intérêt. Peut-être que les hommes de son âge ne trouvent plus rien en elle. Il n'y a plus d'attirance. Parce que je vois que, excusez-moi, c'est la langue maternelle. Donc, voilà. Du coup, je trouve qu'il y a ce problème qui joue dans la société. Parce que quoi, je suis avec celle-ci. Dans notre génération, nous avons un âge donné où, comment dirais-je, nous avons grandi ensemble. On se connaît mutuellement. On connaît les faiblesses de chacun d'ici, là. Et ça, là, maintenant, c'est devenu un frein pour nous. On ne peut plus se lancer dans une relation avec ces genres de personnes. Du coup, on est plus attiré aux jeunes arrivants qui vont nous satisfaire plus, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est une question d'intérêt, si je peux le dire comme ça. Ok, merci beaucoup. J'arrive, je vais donner la parole à Dieu. Bon, ce que moi je veux dire, je vais juste ajouter quelque chose à ce que elle a dit, c'est que à différents âges dans la vie de couple, ça importe peu. Du moment où vous-même vous êtes responsable, c'est-à-dire vous avez l'âge de vous marier, c'est-à-dire vous avez l'âge légal, quoi. Et que vous êtes mature, vous êtes responsable, vous savez ce que vous cherchez, il n'y a pas de problème à envisager de vivre en couple avec quelqu'un qui est supérieur en âge. Et ce que je veux préciser, c'est quoi? C'est l'excès d'âge. Par exemple, quelqu'un de 70 ans qui voudrait se marier avec une fille de 18 ans, c'est un peu exagéré, quoi, je veux dire. Ok, oui, je vais passer la parole à Janice. Bon, pour commencer, je peux dire l'amour n'a pas d'âge. Un homme de 45 ans peut draguer une fille de 20 ans, 23 ans. S'il y a de l'amour, tu peux y aller. Mais ça dépend de nos cultures, de nos traditions et de nos études. Avant, souvent, un homme doit être plus âgé qu'une femme. Mais par après, maintenant que les filles d'aujourd'hui, je peux dire comme ça, puisque c'est la femme qui décide, et bien les garçons aussi d'une femme. Mais par après, on dit que je l'aime, je ne trouve pas ceci, cela, donc ça peut aller. La fille peut quitter la maison du jour au lendemain pour aller vivre avec l'homme. De notre côté, l'homme qui épouse une femme qui est plus âgée, c'est là, le frère avait dit, c'est l'intérêt qui joue là. Soit la forme de l'argent et autres peuvent subvenir aux besoins du gars, là, il peut aussi aller par intérêt et que l'intérêt là deviendra l'amour par après. Mais dire que les cas d'âge va jouer, pas tellement, mais dire qu'un enfant, un homme de 80 ans a dragué une fille de 25 ans, ouf. Ça peut aller. Tout ça là, toi fille là, tu vas vieillir tandis que l'homme deviendra plus jeune. C'est pas conseil. Et d'ailleurs, même si une fille fait ça, c'est pour l'âge. Merci. Ok, oui, je passe la parole à Israël. Ok, merci. Il y a un thème qui dit l'amour n'a pas d'âge. Mais l'expression là, pour l'accepter,
on peut dire, un garçon qui a 30 ans par exemple, qui se marie avec une femme qui a 35 ans, là on peut dire l'amour n'a pas d'âge. Mais une fille de 30 ans qui se marie avec peut-être un homme de 80 ans, ça c'est l'intérêt, c'est clair. Ou bien encore un garçon de 25 ans qui se permet de se marier avec une femme de 65 ans, 70 ans, mais c'est clair. On ne peut jamais parler de l'amour là-bas. Pour couper tout, ça dépend de la différence d'âge. Avec une différence d'âge de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans, il n'y a pas de mais au-delà de ça, c'est pas l'amour, c'est de l'intérêt. Je peux ajouter quelque chose. On a dit l'âge et l'intérêt, non, mais d'une part, ce n'est pas l'intérêt. Puisque soit c'est la femme ou bien l'homme qui a trouvé des qualités et des critères qu'il aime ou bien qu'elle aime chez ce compositeur. Au moins, lui, il est mature, il comprend, il est comme ça, par rapport à mon goût. Donc, chez les autres, il n'y en a pas. Du coup, la fille doit s'intéresser à cet homme ou bien l'homme doit s'intéresser à cette fille. Puisque souvent c'est à côté de la fille que le problème, l'homme a 20 ans, bien 45 ans, la fille a 23 ans ou 25 ans comme ça. On peut dire que quand l'homme est plus âgé, il est mature, il connaît, il sait ce qu'il cherche. Quand la fille, au moins là-bas, tu es un peu à l'aise et autres, mais par rapport de l'autre côté, je ne crois pas que c'est comme ça. Soit c'est pour s'amuser avec toi, la fille, et autres, merci. Là, oui. Passons la parole à Grandiose, puis après. Ok. En fait, je reviens encore sur ce problème, la différence d'âge. Vous savez, nos aïeux, eux, ils ont bien réfléchi par rapport à ce fléau. C'est pour cela ils ont bien précisé dans leurs coutumes et mœurs que un homme peut dépasser largement sa femme. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont constaté quoi? La femme, déjà vers 50 ans, on peut parler de monopause. 45. C'est 45, je te remercie pour la précision. Voilà. Supposons que moi j'ai 25 ans. Je désire vivre avec quelqu'un pour toute ma vie. La personne a déjà 45 ans. Et combien d'enfants je désire, je reviens encore un peu plus en arrière par rapport au nombre d'enfants que je vais avoir. Je désire avoir 5 enfants avec une dame de 45 ans. Point d'interrogation. C'est possible? Je vous laisse répondre. Je continue. Et déjà, 45 à 50, déjà, c'est difficile de concevoir pour certaines femmes. C'est un fléau qu'il faut bien regarder avant de se lancer dans cette histoire. Soit tu sais que quoi, tu veux te marier simplement, juste jouir de la personne avec qui tu veux te marier et pour toute ta vie. Ou soit vous voulez fonder une famille où vous aurez des progénitures. C'est comme ça on dit ça. Voilà. Donc le mariage, au fait, l'idée du mariage, c'est de concevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Je ne suis pas d'accord. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on a trouvé la personne qui est, qu'on se dit, qui est bon pour nous, qu'on a des visions ensemble, qu'on veut cheminer ensemble. Les enfants, comme tu l'as dit, ce sont des bénédictions qui en découlent après. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Rectification. Et s'il vous plaît, en Afrique, chez nous ici là, quand tu te maries et tu n'as pas d'enfant, on te renvoie. Donc l'objectif du mariage en Afrique, c'est premier. Ça y est, l'objectif premier, c'est avoir des enfants. Pour moi, c'est ça. Oui, non, nous sommes actuellement. Et quand il n'y a pas des enfants dans la famille, c'est problème. Il y a problème. Entre vous deux même, au foyer, c'est un problème. De la conception de tout le monde. C'est ça, moi je peux dire ainsi. Vous mariez.
quel qu'en soit le cas, s'il n'y a pas d'enfant dans la famille, non, s'il n'y a pas d'enfant dans la famille, il y a un problème. Il faut savoir que chez nous ici, il faut laisser les blancs. Les blancs, ils sont chez eux, ils sont en Afrique ici. Ça dépend de chacun. C'est pourquoi, c'est ça même qui amène la polygamie même. C'est ça même qui amène des enfants qui amènent la polygamie. Pour son idée, je suis d'accord. Je ne pense se marier pour avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que la maman va dire je vais avoir des petites filles, des petites filles et des petits-fils. Et soit l'homme dit quand je vais mourir, qui va hériter de mes biens? Donc pour ça, immédiatement quand un homme dit je vais me marier, c'est pour avoir d'enfants. Si l'homme, des fois pour faire le mariage, l'homme dit je suis prêt pour prendre en charge mes enfants, pour ça il se marie. Aucun contexte, il n'est pas prêt pour prendre en charge ses enfants, il ne se marie pas, il y a des hommes. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question? Par rapport à ce que vous venez de dire, ça voudrait dire immédiatement que vous vous mariez par rapport au sexe. Vous êtes d'accord avec ça? Marie, pas au sexe. Parce que vous avez envie de faire le sexe pour vous marier. Si le sexe, on ne veut pas dire avoir d'enfants. Tu sais ça? Oui. Mais donc, quand vous faites le sexe, c'est pas les enfants qui Non, disent... ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait le sexe, on doit avoir enfant. Non. Tu vois, on fait le sexe, pas le plaisir. C'est pour ça même il y a des garçons qui font des filles, ils ont plusieurs copines pour avoir des choses. Donc dire que un homme, le mariage, se marier et ne pas avoir d'enfant, moi je ne suis pas d'accord. En Afrique précisément, quand on veut se marier, l'idée, l'objectif principal c'est d'avoir un enfant qui va hériter de mes biens et ma maman va avoir des petits filles. Soit ou bien tu passes, on va dire tu es stérile, cet homme n'a pas d'enfant. La maman va dire qu'il ne faut pas que les gens m'insultent que mon enfant n'accouche pas ceci, cela. L'objectif principal, je veux avoir d'enfants qui va hériter de mes biens et que ma famille continue par. Ok, attendez. On passe la parole à Dieu. Attendez, je n'ai pas encore fini. Souvent nous pensons, quand nous voulons agir ou bien faire quelque chose, nous pensons premièrement à ce que vont dire les gens. Ça, c'est pas normal. Ok. C'est pas normal. Bon, le but premier du mariage, c'est pouvoir avoir un second bien, un conjoint. Le but premier, c'est ça. Secondaire, c'est quoi? Avoir des enfants. Ça peut être possible. Pas. Déjà. Ok, attendez. Je passe la parole à Joseph. Moi, je sais juste vous donner un résumé général et en particulier à cette question. Donc, moi, je dirais que nous sommes arrivés à une ère où les réactions, comment je dirais, les comportements humains connaissent des développements comme il n'y en a jamais. Et donc, il faut que les habitudes et les comportements humains changent pour s'adapter aux réalités du siècle, afin que nous puissions tous atteindre cet épanouissement. Ok. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à André. Je pense que Ils ont déjà donné ma réponse. Ok, oui. Voilà. Je reviens toujours. Merci pour votre contribution. Ça m'a plu de votre réaction. Vas-y. Ok. Bon, pour finir, je disais que il y a des conséquences par rapport à l'acte où je décide de me marier avec une personne qui me dépasse largement en âge. J'avais donné des exemples par rapport à... C'était un exemple. Quand j'ai dit que, supposons que je me mariais et puis j'avais l'intention d'avoir 5 enfants. Et je finis par constater que la personne avec qui je veux constater ce lien de mariage ne pourra pas me donner ce que je veux. Donc, c'est déjà une peine perdue. Bon, c'est tout ce que j'avais ajouté. Ok. Merci beaucoup. Je dois dire que, moi je suis comblé. Okay? Chacun a su donner son point de vue, etc. Et pour résumer un peu, je dois dire que concernant la polygamie, concernant la planification, le niveau d'études, le budget familial, les gardes d'âge, ça dépend de plusieurs facteurs. La société, notre perception même qu'on a de la chose, et enfin les objectifs que nous-mêmes on s'est fixés. D'accord? Donc je pense que tel qu'on a chacun les uns les autres, on donne le point de vue, je pense que aussi bien pour la planification, aussi bien pour la gestion du budget familial,
aussi bien pour le niveau d'études. Tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est relatif, ou soit qui n'est pas absolu. D'accord? On peut soit avoir un côté comme tout dépend de la perception que nous avons. D'accord? Ou que la société a. D'accord? Donc c'est ce que je peux dire juste pour enregistrer. Mais peut-être que à l'avenir, on devrait améliorer notre façon de voir la vie en couple dans notre société. Peut-être qu'il faudrait améliorer beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que le sujet a été posé, parce que les points de vue divergent énormément sur plusieurs sujets. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait améliorer. Mais j'espère que chacun a pu tirer quelque chose de potable aujourd'hui. D'accord? Merci, moi je suis Dao Mankulé, facilitateur. Ok, je suis Mariano Savi, étudiant en manipulation économique et de gestion. Je suis chargé de noter ce que vous allez dire ici. En quelque sorte, je suis l'observateur en fait. Merci. Merci beaucoup.